Oh, c'est pas mal ça. Bonjour, nous sommes le vendredi 12 septembre et je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel j'ai réfléchi récemment et où je n'avais pas vraiment de piste, si on peut dire. Hein. Et c'est la question de la créativité. Comment distinguer la vraie et la fausse créativité? Comment distinguer entre l'improvisateur qui crée une œuvre devant vous et la personne qui simplement interprète une œuvre déjà existante à partir d'une partition, qu'elle l'ait apprise par cœur ou pas, ne change pas grand-chose. Quelle est la différence? Si vous demandez à la plupart des gens, ils vous diront qu'ils ne savent absolument pas distinguer entre l'émotion produite dans un cas et l'émotion produite dans l'autre cas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est pas très brillant comme situation. Sauf erreur, hein. J'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'on va avancer sur ce sujet. Bon, alors, je prendrai l'exemple de la corrida. La corrida, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, très décriée, me paraît incarner la problématique de la création. Il y a le taureau et il y a le torero. Le créateur, c'est le torero face au taureau. Et le taureau, c'est la matière. C'est la matière première, si on peut dire. La matière brute. Brute totale. Donc, créer, c'est affronter le taureau. C'est le dominer. C'est le subjuguer. Et c'est le contrôler. Si je ne crée pas, il n'y a pas de taureau. Il n'y a pas de combat. Cette création, j'assiste à un spectacle. On n'est plus dans la corrida, on est dans une espèce de simulacre. Le résultat est déjà connu. C'est comme si j'assistais à un match de foot où on aurait déjà le score annoncé au départ. Encore. Alors, je voudrais expliquer un peu plus mon analyse, qui reprend d'ailleurs certaines choses que j'ai pu dire par le passé, mais pas à ce point-là. Donc, nous savons à quel point nous sommes démunis face à l'imitation. Je l'ai dit l'autre jour, dans mon exposé sur le film israélien L'Institutrice. C'était sur YouTube. À savoir que on pourrait croire que ce qui sort de la bouche de quelqu'un lui appartient, et de lui, émane de lui. Alors c'est pas vrai. Il peut être simplement dans la transmission. Il peut récupérer une information et puis la reprendre et la répéter. C'est à quel point actuellement nous vivons dans une société où les informations sont répétées en boucle et où des textes sont relus par différentes personnes à différents moments de la journée. On ne peut plus se fier à celui qui exprime quelque chose. On ne sait pas si ce qu'il exprime, ça vient ou pas de lui ou d'elle. Que ce soit d'ailleurs par la parole, que ce soit par un instrument quelconque. Ou même par une gestuelle. Parce qu'un danseur, finalement, il obéit aussi à une chorégraphie.
Donc nous sommes dans le vague, dans le fond. Et le public ne fait pas de différence finalement, n'est pas capable de faire des différences entre une pensée qui réellement naît chez la personne et une pensée que la personne ne fait que reprendre, que retransmettre. C'est là un critère de décadence de la civilisation auquel on ne songe pas spécialement et qui pourtant nous interpelle en permanence. Dès que nous allons à un spectacle, dès que nous allons à une performance, dès que quelqu'un fait quelque chose, est-ce que ça vient de lui ou pas? Alors évidemment, il y a des esprits simplistes qui disent, oui, de toute façon, quelque part, du moment que ça passe par la personne, ça vient de cette personne. On peut jouer sur les mots. On peut dire, oui, littéralement, oui, c'est sorti de cette personne. Maintenant, si on s'aperçoit qu'il y a 500 personnes qui font sortir le même document, le même texte, la même information, dans les mêmes termes, on peut quand même relativiser l'identité du messager et du transmetteur. Donc avoir conscience que le même message est repris indéfiniment par différents médias, différents porteurs, ça va modifier l'idée que je me fais de l'authenticité du message. Ça ne veut pas dire que le message sera faux par lui-même. Le message peut être tout à fait juste. Mais il sera faux parce que il sera une sorte de contrefaçon. La contrefaçon, on peut faire des contrefaçons de chef-d'œuvre. On peut plagier des choses d'un très grand intérêt. Donc la notion de c'est faux n'a rien à voir avec la notion de faux. Le faux en écriture. Donc là aussi, on ne s'y retrouve pas. De la même façon, la notion de bien n'est pas claire. Je veux manger un produit qui est bon au goût, mais qui est très mauvais pour la santé. Le bon ne nous dicte pas la valeur des choses. Donc finalement, nous sommes tous plus ou moins égarés par des simulacres, par des faux semblants, par des trompe-l'œil, et nous ne savons plus à quel sein nous vouer, si tant est qu'on ait cette exigence. Donc je reviens à la thèse que je développe, à savoir, l'art est un combat. L'art est un combat. Et je ne peux pas appréhender un acte artistique si je ne capte pas le combat. Alors, encore faut-il comprendre ce que j'entends par là. Parce qu'il peut très bien y avoir, bien entendu, des œuvres dont on voit qu'elles sont un combat. Il y a un combat qui est, donc, je sais pas, dans la symphonie de Beethoven, ou je sais pas quoi. Il y a un combat. Mais je n'assiste pas à ce combat si ça n'est pas en train d'être joué, c'est-à-dire que ce n'est pas en train de se créer, ce n'est pas en live. Il n'y a que le live qui nous permet de vivre réellement les sensations du combat. Sinon, c'est un combat réchauffé, micro. Peut-on distinguer entre le combat, le vrai combat auquel j'assiste, au moment où ça se passe, où j'assiste à la bataille, et le combat qui n'est qu'un récit de la bataille? Combat ou récit du combat? Combat ou souvenir du combat? Ancien combattant. Je vais vous raconter mon combat. C'est déjà une distanciation qui, bon, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut mettre la barre plus haut. Alors que l'on
se contente à un certain niveau de ces formes de récits de combat, on raconte des choses qui ont eu lieu, dont on se souvient, ça c'est possible. Mais ce n'est pas le sommet du processus. C'est plutôt un lot de consolation. C'est plutôt un pis-aller. Quand on ne peut pas faire autrement. Mais jusqu'à preuve du contraire, à l'heure de l'audiovisuel, rien ne nous empêche d'assister à de vrais combats. Et normalement, donc on n'est pas obligé d'être là au moment où le combat a lieu, mais on peut assister par le biais du cinéma, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas eu de trucage. Pas de soi. À ce moment-là, on peut autant aller voir le live, mais même le live, bon. Mais enfin, a priori, moi je dirais, bon, pas forcément de trucage. Il qu'il puisse y avoir des playbacks, etc., etc. Bon. Mais on peut contrôler tout ça. Il faut contrôler tous ces trucages. Mais globalement, nous avons les moyens aujourd'hui d'enregistrer des choses authentiques, de vérifier de A jusqu'à Z que cet enregistrement se fait dans les conditions les plus exigeantes. Et là, il y a un produit qui est, je dirais, un peu un produit bio, si on peut dire. C'est-à-dire un produit où il n'y a pas eu d'addition, de trafic, de trucage, etc. Donc il faut introduire la notion de bio au niveau culturel. C'est-à-dire l'authenticité, pas de trucs, pas d'adjuvants, etc. C'est possible. Et là, il faudrait presque, je dirais, créer des boutiques bio, si on peut dire. L'expression évidemment ne soit pas très heureuse, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Des boutiques avec des produits culturels qui sont complètement contrôlés. C'est-à-dire on ne passe personne qui soit simplement en train de reproduire ou d'interpréter l'œuvre de machin ou truc. Ça, c'est absolument hors de question. Donc, évidemment, il n'y aura pas de Beethoven, il n'y aura pas de Bach, sauf éventuellement des gens qui recréent Beethoven ou Bach, de façon intéressante, mais en tout cas, pas de représentation littérale d'une partition. Ça, c'est impossible. Une partition qui soit qu'elle soit dans la tête, soit qu'elle soit sur le papier, de toute façon, c'est la même chose. Bon, donc, il faut que les gens assistent au combat. Alors, quel combat? Alors, ce combat, ça peut être aussi bien le combat de musicien qui est en train d'accoucher d'une œuvre, que le combat d'un sculpteur qui est en train de graver, de produire une œuvre à partir d'un bloc. Le bloc de marbre, c'est le taureau. La matière, c'est le taureau. La matière musicale d'un piano, le piano, c'est le taureau. Moi, quand je joue du piano, le piano, c'est le taureau, et moi, je suis le torero. Si j'étais sculpteur, le bloc de quelque produit, quelque matière que ce soit, c'est le taureau, et moi, je suis le torero. Et les gens doivent avoir envie d'assister à ce combat. Alors, on peut ne pas défendre la corrida, parce qu'on est dans le domaine du symbolique. Mais la corrida reste analogiquement un modèle. On pourra en trouver d'autres, évidemment. Mais celui-là, il est emblématique. Et il n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Donc, il faut remplacer la corrida par, si l'on peut dire, ce genre de création in vivo, en live, de quelque chose qui se produit, qui se joue, hein, dans le sens de, comme on dit, il y a un enjeu. Il se joue, pas qui se joue, qui se joue devant nos yeux. Éventuellement, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des filmages qui font que ce spectacle auquel on a assisté soit retransmis dans les meilleures conditions d'authenticité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la créativité est un acte fondamentalement humaniste, si l'on peut dire. C'est-à-dire que l'homme
par l'esprit, si on peut dire, par l'esprit, s'oppose à la matière. Dans ce sens-là, on pourrait opposer le taureau et l'aigle, hein, pour emprunter à la symbolique biblique sphingienne des animaux du tétramorphe, Ézéchiel, etc. Donc la dialectique, le taureau et l'aigle. Le taureau qui est lourdement, donc qui incarne la matière, et l'aigle qui est le dépassement de la matière, l'enlèvement, l'envol de la matière. Donc le créateur, c'est un aigle, et le matériau dont il se sert, c'est le taureau, le bœuf. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette dialectique. Parce qu'on la retrouve en astrologie, dans l'opposition entre le signe du taureau et en face le signe du scorpion qui est assimilé au signe de l'aigle. Je renvoie aux travaux notamment de Volgin, le symbolisme de l'aigle. Donc quand je joue, quand j'improvise au piano, c'est la seule chose que je fasse, quand je fais des impromptus, eh bien, là je suis aussi dans la dualité, parce que quelque part, ce sont mes mains, c'est-à-dire l'autre partie de moi-même, je l'appelle l'altérité intérieure, ce sont mes mains qui sont moi-même, mais aussi en dehors de moi-même, qui vont agiter, qui vont produire qui vont réveiller cette matière, hein, qui vont réveiller le démon de la matière. Et face à ce démon ça me fait penser au film de Dune, d'après l'œuvre de Frank Herbert, il faut appeler le démon, il faut appeler le diable qui ressemble d'ailleurs par ses cornes au taureau, il faut le faire venir pour l'affronter. Et c'est cet affrontement que le public a le droit de connaître, auquel il a le droit d'assister. Si l'on veut régénérer notre civilisation, il faut que cet acte-là d'affrontement, de combat, soit remis au centre de nos activités, de nos loisirs, de nos problématiques. Et à ce moment-là, on va faire disparaître les imposteurs, les impostures, on va les reléguer, en tout cas, on va les marginaliser, on va les remettre à leur juste place, c'est-à-dire en bas de l'échelle, et on ne va pas confondre un combat auquel on assiste et auquel le créateur est complètement partie prenante devant nous, bon, qu'il soit devant nous in vivo, en live ou qu'on le filme, c'est pareil. Encore qu'il vaudrait mieux évidemment être en face de lui, à côté de lui, mais globalement c'est la même chose. Et qu'on ne confonde pas cela avec des interprétations aussi prodigieuses soient-elles d'une œuvre déjà connue, et qui ne peut que singer, qui ne peut que mimer le combat. Et alors là, c'est là qu'il y a une confusion sur laquelle il faudrait peut-être s'arrêter un tout petit peu plus. Comme je disais tout à l'heure, il y a des musiques qui sont des musiques où on voit le combat. Mais ce combat, on le ressent, ce combat. Même quand quelqu'un interprète une œuvre de Beethoven, ou de Brahms, ou de Prokofiev, hein, peu importe, on peut capter un certain combat. Mais ce combat, il est perçu comme l'expression d'un combat, mais il n'est pas perçu comme étant par excellence le combat du créateur. C'est-à-dire le combat qui fait naître l'œuvre, véritablement, dont l'œuvre est fonction. Donc, le combat, il n'est pas dans l'inspiration de l'œuvre, il est dans la réalisation de l'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre
qui ne soit un combat. Donc, dire qu'une œuvre exprime un combat, c'est une tautologie, ça ne veut rien dire. Le vrai combat auquel nous assistons quand une œuvre naît, c'est le combat de l'esprit contre la matière. Il est inhérent à l'œuvre, à la création. Mais alors, si quelqu'un s'excite devant nous, alors qu'il n'est pas en train de combattre le taureau, qu'est-ce que ça signifie? C'est une mascarade, c'est une farce. On le voit comme ça s'exciter, hein, et en fin de compte, il ne fait que singer, il ne fait que mimer un émoi, une émotion. Il faut apprendre à distinguer le vrai du faux. Il faut apprendre à distinguer le moment où réellement les choses se passent, où le combat se déroule, se joue,